Alors, je voudrais tout d'abord remercier Isabelle Joncourt de m'avoir invité à participer à vos journées. Et comme je suis un ancien, je vais quand même préciser deux ou trois choses pour vous dire d'où je parle. Donc, je suis philosophe de formation, mais j'ai fait ma thèse d'État sur la lecture des Principia Mathematica de Russell et Whitehead. Et il s'agissait d'examiner le rapport étroit entre logique, mathématiques, philosophie et langage. Et après, j'ai développé des recherches sur, outre les langages artificiels, et en particulier informatiques, les langages naturels, la pragmatique du dialogue, en particulier dans le champ informatique ici à Grenoble avec Jean Caëlen, que vous connaissez peut-être, sur l'IHM, les DHM, les dialogues personne-système, etc. Et puis, j'en suis arrivé à travailler plus précisément maintenant sur la praxéologie, qui est la théorie de l'action, qui a été inventée par un Français qui est peu connu en France, mais bien ailleurs. Et l'idée étant que c'est bien beau de parler, mais l'essentiel est d'agir. Alors, je vais vous parler succinctement d'innovation au prisme des nanotechnologies, parce que c'est un exemple bien connu à Grenoble. Alors, vous inquiétez pas, le plan paraît compliqué, mais je vais aller très vite. Je vais vous proposer d'abord une analyse conceptuelle de l'innovation, en distinguant le nouveau et l'innovation. Alors, il faudrait prendre beaucoup de temps pour préciser tout cela, mais je resterai volontairement très schématique. Ensuite, je rappellerai l'historique de cette question du nouveau, parce que cette question du nouveau, bien évidemment, n'est pas nouvelle. En particulier concernant les sciences. Et puis j'en arriverai rapidement aussi aux époques contemporaines. Alors d'abord, le XXe siècle, à propos de l'atome, qui est une innovation importante, qui fut une innovation importante et qui le demeure. Et puis j'en arriverai à notre objet un peu plus précis au XXIe siècle, c'est-à-dire les nanotechnologies. Voilà. Alors, quand on s'interroge sur le nouveau, on doit distinguer, et on l'a évoqué un peu tout à l'heure, l'invention et la découverte. Alors, je prends un seul exemple, mais qui est pas anodin, évidemment, c'est l'invention de la lunette. Alors, je ne rentre pas dans le détail historique, vous verrez l'histoire si ça vous intéresse. Galilée n'a pas inventé la lunette, il l'a développée. Mais ça lui a permis une découverte. Une découverte que, en regardant la Lune dans la lunette, on découvrait des aspérités de la Lune. Ce qui n'est absolument pas conforme au schéma aristotélicien. D'où une transformation profonde de la cosmologie et puis de notre conception du monde, de l'homme commun. C'est ce qu'a développé par exemple Coiré dans un ouvrage que vous connaissez sans doute, qui est très important pour cette époque, c'est Du monde clos à l'univers infini. Bon. Ça, c'est la question de la nouveauté. Maintenant, la question de l'innovation. Alors le terme d'innovation n'est pas nouveau, il date du XIIIe siècle et il est relatif d'ailleurs à des transferts de dettes. Mais comment peut-on distinguer nouveauté et innovation? Eh bien, l'innovation, c'est la valorisation de la nouveauté. C'est la prise en compte de la nouveauté en tant qu'on l'évalue, en général positivement. Alors, la question sous-jacente, je ne la traiterai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais qui capitale ici, c'est celle des critères d'évaluation, de la sanction de la nouveauté en innovation. Alors, cette innovation, elle peut prendre deux formes conceptuelles. Un progrès, c'est-à-dire une évolution cumulative. Ça, c'est l'idée de progrès, je vous en parlerai un petit peu initiale. Et puis, l'idée d'une révolution, c'est-à-dire d'une rupture non linéaire brutale. Alors, je vous donne que quelques exemples.
à partir du XVIIe siècle, quand la question du progrès s'est posée, on a eu l'idée d'un accroissement continu, cumulatif des sciences et des arts. De façon plus récente, vous avez la loi de Moore, qui est une loi purement empirique et qui aura son terme, mais qui consiste à dire, vous le savez, qu'il existe un doublement des composantes d'une puce tous les 2 ans. Alors, à l'inverse, vous avez une innovation brutale qui est conçue comme une rupture non linéaire, qui est la circulation du sang de Harvey. C'est d'ailleurs à propos de la circulation du sang de Harvey qu'on a parlé de révolution, en ce sens, qui n'est évidemment pas le sens astronomique. Bon, voilà rapidement pour une conceptualisation schématique. Alors maintenant, voyons comment ces concepts s'inscrivent dans l'histoire, parce que c'est l'histoire qui lui donne sens à cette idée d'innovation et lui donne toute sa chair. Alors, là encore, je suis extrêmement schématique, mais la question du progrès apparaît avec la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, et avec en particulier l'opposition des anciens et des modernes. Alors, sur les anciens, vous avez l'ordre naturel, vous avez la tradition, vous avez le respect de l'autorité. Aristoteles Dixit était très importante, on le voit très bien quand vous relisez, je vous conseille de le faire, les lettres, la correspondance de Torricelli Pascal. Vous voyez l'importance de l'autorité, en particulier le rôle néfaste qu'a eu l'autorité aristotélicienne sur un grand esprit qui était Galilée. Bon, et à l'inverse, vous avez l'avènement de la raison, des sciences expérimentales et des techniques de l'ingénieur. Alors j'attire votre attention sur un fait, c'est l'ingénieur. L'ingénieur est une catégorie d'agents qui apparaît à une époque déterminée et qui produit justement cette idée d'une innovation et d'un progrès. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au XXIe siècle, le rôle de l'ingénieur réapparaît à l'intérieur même du processus d'innovation technoscientifique. Bon, alors là, je vous ai donné deux références bien connues, Francis Bacon et puis Pascal. J'aurais pu en mettre d'autres. Donc ça, c'est le début de cette idée d'innovation et de progrès. Alors, c'est lié. Toute cette histoire est liée à une idéologie. Et l'idéologie de l'époque, c'est l'idéologie du progrès. J'entends ici, alors il faudrait rentrer dans les détails, mais pour une large part, idéologie au sens des idéologues, c'est-à-dire un discours qui accompagne une transformation. Alors bon, c'est bien connu, c'est donc l'idée d'un progrès illimité dans les sciences et les techniques comme dans les arts. C'est l'idée d'une perfectibilité de l'homme, par exemple chez Rousseau, et c'est la confiance en la raison et les idéaux de la Révolution française. N'oubliez pas le culte de la déesse raison. Donc l'idée, c'est qu'enfin l'homme marche sur ses pieds, il s'appuie sur l'humanité tout entière, voire Pascal, et il peut être confiant dans le développement des sciences, des techniques, des arts qui conduisent à un progrès illimité, progrès qui a une dimension sociale. Alors c'est très net chez Condorcet dans son ouvrage de 1793, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Je revois ce disant l'estampe de Condorcet dans sa cellule avant de se suicider. J'espère que vous vous souvenez que Condorcet est un des apôtres de la raison et de la liberté et qu'il a dû se suicider alors qu'il était menacé. Bon, ça c'est donc pour la première phase. Alors l'époque contemporaine. Eh bien, ce qui caractérise l'époque contemporaine au XXe siècle, et surtout au début du XXIe siècle, c'est manifestement la découverte des limites de cette idée de progrès. Ça, à mon avis, c'est une révolution idéologique très importante pour comprendre le XXIe siècle et ce qui va se passer dans les années futures. Alors,
on peut décliner, j'ai mis quelques exemples, limitation des ressources naturelles, l'eau. Il y aura une guerre pour l'eau. C'est inéluctable. J'aurais pu mettre l'air, mais le pétrole, le gaz, etc. Et puis les crises économiques, crises cycliques, mais crises qui vont s'aggraver du fait de la mondialisation, de la financiarisation de l'économie. Et puis évidemment une crise écologique extrêmement grave, avec l'effet de serre et le réchauffement de la planète. Donc, c'est la découverte d'une nouvelle forme de finitude. Avant, avec Aristote, le monde était clos. D'une certaine façon, il était parfait. Il était ordonné. Après, vous avez eu l'idée d'un progrès cumulatif, positif, de l'humanité tout entière, dans toutes ses dimensions. Et maintenant, vous allez avoir l'idée d'une finitude dans toutes les dimensions de l'action humaine. Alors, est lié à cela, comme pour masquer l'importance de cette idée nouvelle d'une finitude, d'un terme, une idée apparemment opposée, l'idéologie de l'innovation. Alors cette fois-ci, j'entends idéologie au sens marxien du terme, puisqu'il s'agit de masquer la réalité. Alors vous trouvez les termes d'innovation, de modernité, de rupture et de compétitivité dans tous les champs scientifiques, technologiques, économiques, politiques et malheureusement universitaires. Alors je ne prends pas d'exemple parce que on les connaît trop bien et ça m'empêchait de dormir ce soir. Alors, voilà le cadre général. La finitude de notre monde et une idéologie de l'innovation. Alors comment ceci se précise au XXe siècle et au XXIe siècle? Alors évidemment, les formes sont multiples. On ne peut pas parler, moi je ne parle pas en termes généraux et catégoriels. Il y a des types de sciences, il y a des types de techniques, etc., etc. Je prends deux exemples. Je prends au XXe siècle l'exemple de l'atome comme innovation. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment pas la dimension purement scientifique, épistémologique, mais c'est la dimension sociale, politique, économique et praxéologique de façon générale. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'innovation atomique au début du XXe siècle? Eh c'est manifestement le projet Manhattan. Alors, vous le connaissez aussi bien que moi. Il est dirigé par un général et par un physicien, et il mobilise beaucoup de personnes avec un coût considérable pour l'époque. Et ce fut un programme centralisé, planifié et politiquement contrôlé, qui donna naissance à ce qu'on a appelé ensuite le complexe militaro-industriel. Alors, ce programme mis au point la bombe atomique et les deux expérimentations entre guillemets qui furent les explosions du 6-9 août 1945. Et évidemment, ce programme fit l'objet de critiques, en particulier celle de Russell et d'Einstein le 9 juillet 1955 et de la conférence de Pugwash à propos du traité de non-prolifération nucléaire. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'histoire. C'est le dispositif qui opère la collaboration programmée d'agents différents. Vous avez des scientifiques, des techniciens, des militaires, des économistes et des politiques, avec un système très clairement militarisé et planifié, auquel on peut frontalement s'opposer. Voilà très grossièrement le programme Manhattan. Alors, que se passe-t-il au XXIe siècle? Une des nouveautés majeures au XXIe siècle,
c'est la découverte et l'invention des nanotechnologies. Alors, à propos des nanotechnologies, on peut se poser au moins 3 questions. Est-ce que c'est une révolution scientifique et technique, authentique? Est-ce qu'elle est analogue à l'invention de l'atome? Et, in fine, est-ce qu'elle constitue un réel progrès pour l'humanité? Alors, pour répondre à la première question qu'on vient d'abord de définir, alors je ne rentre pas dans les détails parce que la définition des nanotechnologies n'est pas aussi simple qu'elle peut paraître. Disons que c'est une manipulation d'objets de niveau nanométrique par une méthode inverse impliquant une convergence entre nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Donc ça suffit à cerner grossièrement le phénomène. Mais ça ne permet pas de le définir précisément et ça ne permet pas, épistémologique, de définir son statut. Alors, ceci suppose une réflexion d'ordre épistémologique très précise pour distinguer ce qui relève du mythe ou de la réalité, parce que dans toute innovation, vous avez une intrication du mythe et de la réalité, et réexaminer la relation entre recherche fondamentale et appliquée. Ici, c'est très important, et c'est sans doute un aspect les plus novateurs du dispositif. Et puis réévaluer le concept de révolution scientifique, par exemple, quand on le conçoit tel que le fit Kuhn. Alors, j'ai des thésards qui travaillent sur ce point. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais c'est un point capital. Avant de s'interroger sur les différents effets et les différentes valeurs nanotechnologiques, il faut bien définir ce que c'est et quel est son statut épistémologique. Je vais m'intéresser à uniquement la question de savoir si cette innovation est du même type que l'innovation du XXe siècle relative à l'atome. Alors, est-ce que cette innovation est analogue à l'invention de l'atome? Bon, on peut dire que, et certains ne s'en privent pas, que l'innovation scientifique provoque des peurs inconsidérées. Par exemple, on l'a bien vu avec l'automobile, l'électricité et l'atome, et que la révolution nanométrique est du même type que celle de l'atome, et donc que de la part des citoyens, peu informés, elle produit des peurs, mais des peurs qui relèvent du fantasme. En fait, l'argument qui repose sur un raisonnement faible, car le raisonnement analogique, me paraît faux. Parce qu'il n'existe pas d'analogie entre le dispositif du projet Manhattan et ce qui se passe actuellement de par le monde et à Grenoble concernant la mise en place des nanotechnologies. Pour moi, la différence consiste essentiellement dans la nature du complexe scientifico-technique du projet Manhattan, qui était un projet militaro-industriel, et dans le dispositif actuel qui se déploie à propos des nanotechnologies et que je baptiserais, évidemment c'est une image, alors elle a son intérêt mais elle a ses limites, de dispositifs rhizostomiques. Alors, n'ayez pas peur des rhizostomes, enfin il y en a qui brûlent, mais ce sont des méduses. En quoi a-t-on affaire à un dispositif rhizostomique? Eh bien, les nanosciences sont issues de l'invention de l'informatique, des développements de la physique nucléaire et quantique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est Richard Feynman, qui développa les potentialités nanotechnologiques au tout début, participa au projet Manhattan. Il fait le lien entre les deux. Bon. Mais le résultat diffère. Pourquoi? Parce qu'on a un dispositif rhizostomique qui se caractérise au moins par 4 dimensions importantes. Il associe des acteurs aux intérêts, aux finalités et aux temporalités et aux stratégies différentes. Il produit une dilution des décisions, en partie politique,
il crée une opacité des informations et il multiplie les conséquences sociétales. Alors voyons cela rapidement. L'hétérogénéité des acteurs. Bien, évidemment, vous avez des acteurs scientifiques, des ingénieurs qui jouent un rôle crucial dans le dispositif, des techniciens, des industriels. Alors, vous avez l'industrie de l'informatique et des TIS, des commerciaux, des militaires, des politiques et tout le monde et le marché des médias. Alors, vous voyez que vous avez une confluence, une convergence, une coalition, mais rhizostomique, d'agents très différents. Dans le projet Manhattan, vous n'aviez pas de commerciaux. On n'avait pas l'idée de commercialiser sa petite bombe pour détruire le voisin gênant. Alors, ça peut sembler anecdotique, mais quand vous réfléchissez bien au dispositif, c'est très très important. Ça crée une confusion des domaines et ça crée une collusion des acteurs. Alors, c'est une collusion objective, pas... Alors ça crée aussi, je le disais, une dilution des décisions. C'est-à-dire que clairement, on n'a plus, ce qui était positif ou négatif, mais ce qui existait, on n'a plus de planification et de contrôle centralisé. On a un mélange, qui est d'ailleurs revendiqué, entre les institutions publiques et les sociétés privées avec création de structurations mixtes. On a un croisement des niveaux local, régional avec la territorialisation, national et international avec la mondialisation. Alors ça produit une dilution des décisions et une subordination du politique à des exigences d'une autre nature. En particulier, des exigences qui se manifestent en termes de stratégie et de calendrier, et en particulier d'urgence. Si vous y réfléchissez un petit peu, ça se voit bien dans l'université, mais ailleurs, l'urgence devient un mode de management. Et plus personne n'ose s'opposer à l'urgence. Et alors là c'est très net à Grenoble, je ne vais pas vous faire un dessin, mais j'ai suivi ça de très près. Mon labo et d'autres ont étudié certains débats relatifs aux nanotechnologies, et il s'avère clairement que le citoyen manque de formation scientifique et d'information sur ce qui se passe, que se sont développées en fait des stratégies d'acceptabilité a posteriori des décisions prises antérieurement. Ça, même les rapports maintenant, au début, ils ne le disaient pas, mais même les rapports le disent. Les rapports officiels le disent. Et se sont multipliés et continuent à se multiplier les débats, les forums, en particulier à Grenoble, avec des débats, les forums décentralisés. Alors j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a encore, hein, je n'ai pas mis toute la liste. Sciences et démocratie, débat nano-vive, forum libération, sciences et démocratie, etc. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais on a étudié en détail certains de ces débats, en particulier l'inénarrable nano-vive. Pour ce qui me concerne, sans rentrer justement dans les modalités des débats, mais en restant au niveau de la philosophie du débat, ce sont des entreprises donc de justification a posteriori de décisions politiques prises, et ce sont des exercices qui visent à créer un consensus. Et donc l'idéologie sous-jacente, c'est l'idéologie du consensus par le dialogue. Ça, c'est une idéologie très importante en France, en particulier à Grenoble aussi. Alors, un auteur philosophe qui développe cette idéologie, selon moi, tel que je le lis évidemment, c'est Jürgen Habermas avec son éthique de la discussion. Son éthique de la discussion, en fait, quand vous la lisez de près, prétend être une réponse pragmatique et dialogique aux questions kantiennes du fondement de l'éthique. Alors, je ne rentre pas dans le détail philosophique. Ça, c'est la stratégie philosophique. Mais pour moi,
c'est un usage proprement idéologique de la pragmatique. Alors si ça vous intéresse, j'ai écrit 1 ou 2 articles concernant ce problème. En quoi est-ce que l'idée d'un consensus par le dialogue est idéologique? Alors, dernier point, c'est le fait que, étant donné que vous avez une multiplicité d'agents, une multiplicité de terrains, une multiplicité d'intérêts, vous avez une démultiplication, une efflorescence des conséquences de ces innovations nanotechnologiques. Vous en avez partout. Vous avez des, je n'ai pas fait la liste, mais si je me souviens bien, vous avez des produits de beauté, vous avez des raquettes de tennis, vous avez des téléphones mobiles, vous avez, la liste est quasiment infinie dans laquelle on vous dit il y a des petits nanotubes et donc c'est génial. Alors, ceci dit, en dehors de ces aspects, mais qui sont pas innocents, vous avez la production de nanomatériaux inédits qui posent des problèmes écologiques, par exemple les nanotubes, mais vous avez les possibilités d'intervention biologique avec la médecine augmentée, alors qui peuvent poser des problèmes d'éthique appliqués dans la mesure où vous avez toute une mythologie du transhumanisme qui est derrière. Et puis, vous avez la création de multiples nano-objets communicants posant des problèmes de société, en particulier les RFID, mais pas simplement. Donc, le résultat de tout cela, c'est une idéologie du progrès scientifique appuyée sur l'idée d'une acceptabilité par un dialogue consensuel, dont le moteur est une société marchande de consommation médiatiquement dirigée. Donc vous voyez que le dispositif nanotechnologique est très différent de l'atome. Ce n'est absolument pas comparable. En particulier parce que vous n'avez pas de cette dimension de consommation à travers des objets, par exemple des objets communicants. Donc vous voyez en quoi on a affaire à une nébuleuse. Et en quoi cette nébuleuse pose des problèmes, à savoir essentiellement le problème du contrôle, de l'information et du contrôle, et de la décision. Alors, j'en dirai pas plus, je conclus. La structuration rhizostomique du dispositif technico-scientifique des nanotechnologiques peut conduire à rendre inéluctable le principe qu'avait énoncé Denis Gabor, qui est prix Nobel 71 pour le laser. Tout ce qui est possible se réalisera nécessairement. Alors j'ajoute un codicile que j'appelle l'argument compétitif, qu'on voit en particulier fleurir dans nos universités. C'est dans la mesure où l'innovation, c'est la nouveauté, c'est la rupture, c'est la mondialisation et c'est la compétitivité. Si nous ne le faisons pas, d'autres le feront.